Le 20 octobre 2023, une trajectoire a basculé en quelques secondes. Un MQ-9 Reaper armé d'un Hellfire Air 9X aurait visé Ibrahim Traoré, mais le tir aurait dévié et frappé un camion civil, tuant 3 innocents. Si un président peut être ciblé ainsi, que dit ce signal sur l'avenir du Sahel et sur la marge de manœuvre d'Ibrahim Traoré face aux puissances extérieures? Cette nuit-là, le Burkina Faso a compris qu'il jouait plus qu'une crise. Ce récit ne cherche pas à amplifier une rumeur, mais à reconstruire une mécanique de pouvoir telle qu'elle est présentée dans le contenu source. Une frappe supposée, des preuves revendiquées, puis une réaction calculée qui transforme une tentative d'élimination en levier politique. L'intérêt pour le spectateur tient en une phrase simple: comprendre comment une crise devient un message. L'enjeu dépasse la survie d'un homme. Si l'hypothèse d'un ciblage Eveidina-Zinaski est retenue, alors le Burkina Faso n'est plus seulement un théâtre de sécurité, mais un test de souveraineté, observé par des acteurs régionaux et extra-régionaux. Chaque détail, l'arme décrite, le silence diplomatique, la mise en scène de la transparence, pèsent comme une pièce d'un dossier. Ibrahim Traoré, dans ce cadre narratif, ne répond pas par la vengeance. Il répond par l'exposition en forçant une question: qui contrôle le ciel, l'information et la légitimité? Et si ce qui paraît isolé annonçait une nouvelle règle du jeu? 3 civils meurent et la cible présumée survit. Le 20 octobre 2023, l'épisode est décrit comme une frappe qui rate Ibrahim Traoré et touche un camion civil. Dans cette narration, un seul détail domine le début: un drone MQ-9 Reaper et un Hellfire Air 9X présentés comme une arme chirurgicale, donc difficile à confondre avec un simple tir aveugle. Ce qui rend l'affaire explosive, ce n'est pas seulement l'attaque supposée, mais le silence qui l'entoure. Pourquoi un événement de cette ampleur ne déclenche-t-il pas immédiatement une réaction internationale? Le contenu source suggère une réponse implicite: l'isolement du Burkina Faso et la normalisation d'un ciel africain où des puissances extérieures opèrent, parfois sans contre-récit local audible. Dans le Sahel, la souveraineté se mesure autant à la capacité de protéger un territoire qu'à celle de contrôler l'histoire racontée sur ce territoire. Le contexte présenté est celui d'un pays sous tension politique et sécuritaire, où chaque mouvement du pouvoir est lu à travers le prisme de l'ingérence. Ibrahim Traoré, décrit comme capitaine et leader, se retrouve au centre d'un basculement. Soit l'incident est un dysfonctionnement technique, comme certains auraient dit tenter de le suggérer, soit il s'agit d'un avertissement destiné aux dirigeants africains qui refusent une domination extérieure. Dans les deux cas, l'épisode devient un révélateur des lignes de fracture entre lutte antiterroriste, stabilité régionale et autonomie stratégique. Le récit insiste sur une décision immédiate. Au lieu de se retrancher dans le secret, Ibrahim Traoré choisit la transparence, promettant de montrer des preuves: débris, données radar, éléments de traçage. Cette posture change la nature du choc. Une tentative d'élimination devient un dossier politique, un acte de communication et potentiellement un point de ralliement continental. Mais une question reste suspendue dès ici: si la vérité s'est brandie comme réponse, qui sera prêt à l'entendre? Et surtout, qui aura intérêt à la contester? Dans le contenu source, la scène ne se raconte pas d'abord depuis un ministère ou un état-major, mais depuis la route et les images. Un convoi, un ciel silencieux, puis des fragments au sol. Ce sont ces éléments concrets qui servent de fil conducteur parce qu'ils parlent à la fois de vulnérabilité et de contrôle. Le personnage guide n'est donc pas uniquement un dirigeant, mais une méthode. Regardez une crise comme un dossier, pièce par pièce, au lieu de la réduire à une émotion. Le premier impact est présenté comme psychologique.
une nation passe de la stupeur à la solidarité. Et non parce qu'elle reçoit une promesse abstraite, mais parce qu'elle voit une réaction calibrée. Là où beaucoup attendraient une riposte immédiate, la narration insiste sur une posture inverse. L'exposition publique des preuves, l'appel à l'opinion, la pression mise sur les institutions. Ibrahim Traoré devient alors un centre de gravité, non par la force, mais par la maîtrise du récit. Une microscène illustre ce basculement. Les images des débris circulent, les données radar sont évoquées et l'événement quitte le cadre d'un accident possible pour entrer dans celui d'un acte contestable. Les rues ne sont pas décrites comme un simple décor. Elles deviennent une caisse de résonance où des phrases, des slogans, des extraits de discours prennent une valeur d'engagement collectif. Très tôt, l'attaque supposée cesse d'être un fait isolé. Et là, c'est présenté comme un test jusqu'où une capitale peut-elle rester calme quand le ciel lui rappelle sa dépendance. La conséquence immédiate n'est pas seulement la peur, c'est l'obligation de choisir une posture durable. Autrement dit, la souveraineté se joue aussi dans la preuve. Avant le 20 octobre 2023, l'insécurité et les pressions extérieures formaient déjà un fond continu. Après cette date, le contenu source décrit un basculement brutal. Le ciel devient un acteur et la politique une scène exposée. La journée est présentée comme une séquence à trois temps: activation, climax, réplique, où chaque minute change le statut de l'événement. Accident, tentative, puis signal. D'abord, le convoi présidentiel se déplace hors de Ouagadougou. Rien, au départ, ne ressemble à une crise, une route, des véhicules. Une routine protégée par des protocoles. Puis vient l'élément déclencheur. Un drone MQ-9 Reaper apparaît dans la narration comme une présence qui n'aurait pas dû être là. Le récit insiste sur une intrusion. Altitude, trajectoire, zone sans autorisation, comme si la carte aérienne du Burkina Faso avait été lue et traversée par un autre pouvoir. À ce stade, la menace n'est pas encore visible pour le public. Elle existe dans les signaux, dans la surveillance, dans l'hypothèse d'un ciblage. Ensuite, le missile décrit Hellfire R9X marque le point de non-retour. Son identité symbolique compte autant que sa capacité, une arme dite chirurgicale, conçue pour frapper une cible sans explosion massive. Le contenu source fait de ce détail une preuve implicite. Si l'outil est précis, l'intention l'est aussi. Dans cette version, Ibrahim Traoré aurait été visé et la différence entre la cible et l'impact final se jouerait en secondes. Un changement de trajectoire du convoi, une déviation, et la frappe ne touche pas le président. Elle touche un camion civil. Trois morts, là la crise change de nature. Elle n'est plus seulement une menace contre un pouvoir, mais une tragédie publique immédiatement politisable. Le récit place ensuite un pivot technique au cœur de cette séquence. Un radar chinois récemment installé détecte l'engin et permettrait d'alerter puis d'ajuster la trajectoire, comme si une nouvelle couche technologique venait de s'interposer entre le pays et le ciel dominé. Cette intervention, qu'elle soit interprétée comme sauvetage ou comme simple élément du puzzle, devient l'un des marqueurs clés de l'histoire. La souveraineté n'est pas un slogan, mais un système. Enfin, dès le lendemain, la narration décrit un choix, le secret ou la preuve. Ibrahim Traoré apparaît devant les caméras, ton calme, posture ferme, et transforme l'événement en dossier. Il promet de ne pas répondre par la violence, mais par la transparence. Ce moment est traité comme un acte politique calculé. Au lieu de s'enfermer dans la plainte, il oblige les autres à se positionner. Les fragments du missile, les données radar, les images deviennent autant de pièces montrées au public, non pour clore l'affaire, mais pour ouvrir un débat sur la légitimité des opérations extérieures en Afrique. Le contenu source décrit une onde rapide: solidarité interne, circulation des preuves, amplification médiatique, pression sur les organisations internationales.
Il évoque aussi, en arrière-plan, la tentative de minimisation par des acteurs occidentaux, présentée comme une stratégie classique, parler d'erreurs techniques, de missions de surveillance, de lutte contre le terrorisme. Mais plus cette version est avancée, plus le récit insiste sur la contradiction, une arme de ciblage fin, des données de renseignement militaire et un silence initial difficile à justifier. Ainsi, la ligne d'événements n'aboutit pas à une conclusion, mais à une nouvelle phase. Le Burkina Faso n'est plus seulement en crise. Il se voit contraint de redéfinir ses alliances, sa sécurité et la manière dont il raconte sa propre histoire. Avant l'incident, le Burkina Faso évolue dans un espace aérien où l'asymétrie technologique est implicite. Après l'incident, le contenu source décrit une réalité plus dure. Des données, des trajectoires et des signatures deviennent comme les marqueurs d'une souveraineté contestée. Ce passage s'appuie moins sur des slogans que sur trois repères chiffrés, utilisés comme point d'ancrage pour transformer une accusation en dossier lisible. Le premier repère est celui des trois victimes civiles. Trois morts civiles déplacent l'affaire du secret au public. Dans la narration, ce chiffre n'est pas une statistique froide, il sert d'épreuve morale. Une tentative de ciblage présumée contre Ibrahim Traoré cesse d'être une affaire de palais dès lors qu'elle laisse des corps sur la route. Le récit insiste sur ce basculement. Une frappe ratée n'efface pas l'intention supposée et l'erreur ne réduit pas la gravité, elle l'étend. Le chiffre devient donc un pivot de perception. Il rend l'événement politiquement indélébile parce qu'il touche des innocents et impose une question de responsabilité. Il crée aussi une tension logique. Si l'arme décrite est conçue pour limiter les dégâts collatéraux, comment expliquer que l'impact final soit précisément un véhicule civil? Le deuxième repère est celui d'une altitude de 12 000 pieds. À ce niveau, l'appareil suggère surveillance, mais ici un comportement offensif. Le contenu source utilise cette altitude comme indice de normalité apparente. Le drone n'est pas décrit en rasemote, mais dans un couloir typique d'observation. Pourtant, la narration ajoute une rupture. Vitesse et comportement atypique pour une simple plateforme de renseignement. L'altitude devient alors un argument indirect. Elle sert à montrer que l'appareil pouvait agir sans être immédiatement détecté par des moyens conventionnels, et qu'il opérait dans une logique de contrôle prolongé, pas dans un passage furtif. Le raisonnement implicite laissait le suivant. Une présence stable dans le ciel facilite le ciblage, la confirmation d'identité et la synchronisation avec des informations externes. Dans cette version, l'altitude ne prouve pas l'intention, mais elle rend l'hypothèse d'une opération préparée plus cohérente qu'un incident improvisé. Le troisième repère, enfin, est la date elle-même. 20 octobre 2023. Cette date fixe un avant-slash après diplomatique durable. Ce repère est traité comme une frontière narrative. Avant, les tensions régionales peuvent être lues comme une accumulation diffuse. Pression, instabilité, accusation d'ingérence. Après, le contenu source décrit une séquence où la preuve devient une arme politique. Le calendrier compte parce qu'il permet de relier des réactions. Apparition publique, circulation d'images, demande d'enquête, mobilisation d'opinions africaines. La date sert aussi à construire la logique de la transparence. Ibrahim Traoré ne se contente pas de survivre. Il choisit de documenter, de montrer, d'insister. Le récit avance que des fragments, des marquages et des codes de série auraient été relevés et traqués par des enquêteurs, puis partagés avec des experts et observateurs. Pris ensemble, ces trois repères chiffrés fonctionnent comme une charpente, un coût humain, un indice technique et un point de bascule temporel. Le contenu source ne les présente pas comme une démonstration juridique finale, mais comme une grille de lecture. Et cette grille produit une conséquence essentielle.
si la preuve circule, l'événement ne peut plus être réduit à un bruit de fond sahélien. Il devient un test public de légitimité où l'on ne discute plus seulement de sécurité, mais de qui a le droit d'agir, de frapper et d'expliquer. La controverse décrite dans le contenu source peut être formulée de la manière la plus solide possible en deux thèses opposées. Les présenter clairement est indispensable, parce que c'est précisément dans cet affrontement d'interprétation que se joue la portée politique de l'épisode. Selon une première lecture, l'explication la plus prudente serait celle d'une erreur technique inscrite dans une logique antiterroriste. Les acteurs occidentaux, selon le récit, minimisent l'incident en l'inscrivant dans une routine. Les MQ-9 Reaper seraient employés dans des missions de surveillance et de lutte contre le terrorisme dans des zones où la menace est diffuse. Dans cette lecture, une déviation de trajectoire, un dysfonctionnement ou une confusion d'identification peuvent survenir, surtout lorsque des cibles mobiles circulent. Le fait qu'Ibrahim Traoré n'ait pas été touché serait alors un indice que l'épisode n'était pas une tentative d'assassinat, mais une frappe mal calibrée et donc dépourvue d'intention politique. Selon une seconde lecture, au contraire, l'événement ressemble, les Tidissins, à un avertissement ciblé dans un contexte de souveraineté contestée. Le contenu source avance que le choix de l'outil et la précision supposée du dispositif rendent l'accident difficile à accepter. Le missile Hellfire R9X est présenté comme conçu pour des frappes chirurgicales, donc pour limiter l'aléatoire. La cible présumée n'aurait pas été un camp rebelle, mais un chef d'État, ce qui transforme l'événement en message, un avertissement à tout dirigeant africain qui défie une influence extérieure. Le contenu source n'affirme pas qu'une preuve définitive est déjà reconnue par une instance internationale. Il insiste plutôt sur une cohérence interne des indices. Trois éléments reviennent. La présence d'un M, Q9, décrit comme intrusif, l'emploi d'une munition qualifiée de hautement ciblée et l'onde produite par la décision de rendre publiques des données, débris, images, radars. La narration ajoute un détail technique destiné à renforcer la thèse du ciblage. Le drone serait apparu à 12 000 pieds, une altitude compatible avec la surveillance prolongée, et l'opération aurait été soutenue par des moyens avancés, dont la référence à un ravitailleur K C-135 et à des signatures comparées à des missions observées en Syrie et en Afghanistan. Au fond, la ligne de fracture n'est pas seulement accident ou intention, elle est aussi qui possède la capacité de documenter, de contester et d'imposer une lecture publique quand la violence se produit au-dessus d'un État souverain. Le ciel n'était pas neutre. Le contenu source fait basculer le récit au milieu par un détail qui change la nature du rapport de force. La transparence n'est plus seulement une posture morale, elle devient une stratégie de protection. Quand Ibrahim Traoré choisit d'exposer des fragments, des images et des données radar, il ne cherche pas uniquement à convaincre, il cherche à déplacer le terrain du conflit. Au lieu d'une riposte armée, il impose une confrontation narrative, où chaque acteur doit répondre à une accusation visible, partageable, répétée. Ce reveal n'est pas l'annonce d'un nouveau fait, mais un changement de logique. L'attaque supposée n'est plus présentée comme un épisode isolé, elle devient un catalyseur d'organisation. Le contenu source suggère alors un glissement d'une vulnérabilité subie vers une autonomie construite à travers la modernisation des radars, le renforcement des capacités de défense et la création de réseaux d'information sécurisés. Dans ce passage, le pouvoir ne s'exprime pas par le volume de feu, mais par la capacité à produire des preuves et à fédérer autour d'elles. Et c'est là que l'équation devient plus large. Si un pays peut montrer ce qui se passe dans son ciel, il peut aussi commencer à négocier autrement sa place dans la région. Là où le contenu source devient le plus tangible
C'est lorsqu'il décrit les conséquences non plus comme une affaire d'alliances abstraites, mais comme une série d'effets en cascade sur 4 groupes. L'épisode du 20 octobre 2023, centré sur une frappe supposée visant Ibrahim Traoré et sur la mort de 3 civils, n'est pas présenté comme une parenthèse. Il ouvre une ère où la sécurité, l'économie, la société et la région doivent s'ajuster à une même question, celle du contrôle. D'un côté, l'État et ses institutions sont poussés à durcir leurs réflexes. Le contenu source évoque une modernisation accélérée, radars supplémentaires, capacités militaires renforcées, réseaux d'information sécurisés, comme réponse directe à la démonstration de force. La transparence affichée par Ibrahim Traoré devient aussi une méthode de gouvernance. Exposer des preuves, obliger les partenaires et les organisations à se prononcer, transformer un incident en dossier. Mais cette stratégie implique une contrainte. L'État doit soutenir l'effort sur la durée, car rendre public un acte supposé hostile, c'est aussi s'exposer à une escalade diplomatique ou à des pressions. De l'autre, les acteurs économiques doivent composer avec une instabilité accrue. Dans le récit, l'incertitude aérienne et politique augmente le risque perçu. Un événement présenté comme une tentative d'assassinat modifie les calculs. Logistique, assurance, investissement, circulation de biens. Même sans chiffres économiques détaillés, la logique est simple. Lorsqu'un drone armé peut agir au-dessus d'un territoire, la notion de prévisibilité s'effondre. La réponse du pouvoir, renforcement sécuritaire et coopération technologique devient alors un signal adressé autant au marché qu'aux diplomaties. Le pays cherche à réduire l'asymétrie, donc à restaurer une forme de confiance même partielle. Dans la population, le contenu source insiste sur une bascule émotionnelle, de la stupeur à la solidarité en une nuit. Le chiffre des 3 civils tués ancre la douleur dans le quotidien et la réaction publique d'Ibrahim Traoré transforme ce deuil en récit national. Les réseaux sociaux et les médias africains amplifient la solidarité, créant un sentiment d'unité et de dignité. Mais cette cohésion a un coût. Vivre sous l'idée d'un ciel contesté alimente la vigilance, la suspicion et la fatigue. La transparence devient donc aussi une thérapie collective. On montre pour ne pas subir en silence. Enfin, à l'échelle régionale, le contenu source décrit une résonance immédiate au-delà des frontières. Soutien de pays africains, sur l'ingérence, appelle à reconsidérer la dépendance militaire. L'événement sert de point de ralliement pour une souveraineté panafricaine avec l'idée d'un réseau de sécurité régional. En même temps, la fracture se durcit. D'un côté, la justification par la lutte antiterroriste, de l'autre, la revendication d'autonomie. Dans ce jeu, Ibrahim Traoré devient un symbole et un test. Si sa démarche de preuve tient, elle peut inspirer, si elle s'épuise, elle peut être isolée. Au final, le contenu source ne décrit pas seulement une tentative d'élimination. Il décrit une redistribution des coûts. La sécurité devient politique, la preuve devient pouvoir, et la stabilité devient un chantier collectif. À partir du contenu source, l'avenir à 6 à 12 mois n'est pas présenté comme une ligne droite, mais comme 3 trajectoires possibles, chacune dépendant d'un même facteur: la capacité du Burkina Faso à transformer une crise en architecture durable. Sécurité, alliance, narration. Ces scénarios ne prédisent pas, ils organisent les risques. Le scénario le plus probable serait celui d'une consolidation lente avec une tension maîtrisée. Dans cette configuration, l'effet du 20 octobre 2023 reste fort mais se stabilise. Ibrahim Traoré poursuit la stratégie de transparence. Preuve, communication, pression morale. En parallèle, l'État investit progressivement dans des radars, des capacités militaires
et des réseaux d'information sécurisés. Les soutiens africains continuent, mais sans rupture totale avec les structures internationales existantes. L'Occident, selon la logique décrite dans le récit, peut maintenir une posture de minimisation ou d'enquête formelle sans reconnaissance pleine, ce qui laisse le Burkina Faso dans une zone grise, assez visible pour être soutenu, assez exposé pour subir des pressions. Un scénario plus favorable serait celui d'un effet catalyseur continental et d'une autonomie accélérée. Ici, la tentative supposée devient un déclencheur de coopération. Des États du Sahel et d'autres régions s'alignent sur l'idée d'un réseau de sécurité panafricain et sur des initiatives économiques visant à réduire la dépendance aux puissances extérieures. Les projets de modernisation, radars et infrastructures, souveraineté numérique s'élargissent et attirent des partenariats alternatifs. L'unité politique gagne du terrain et l'Union africaine est poussée à jouer un rôle plus central. La transparence d'Ibrahim Traoré devient alors un modèle exportable. Documenter, rendre visible, forcer la discussion au lieu de subir. Un scénario plus sombre, enfin, serait celui de l'isolement et de la déstabilisation. L'événement s'érode médiatiquement puis se retourne contre celui qui l'a exposé. Le Burkina Faso fait face à des pressions diplomatiques, à des sanctions économiques ou à des tentatives de déstabilisation interne. Les soutiens régionaux restent surtout verbaux, car le coût d'une confrontation directe paraît trop élevé. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré est contraint de modérer ses ambitions pour éviter l'escalade. Et la promesse de souveraineté bascule en stratégie de survie. Si l'on accepte le cadre du contenu source, alors une règle s'impose. Si la preuve ne devient pas institution, elle s'épuise. Autrement dit, montrer ne suffit pas. Il faut construire des systèmes capables de durer après le choc. Le contenu source invite le spectateur à se placer non pas dans la posture du commentateur lointain, mais dans celle d'un témoin responsable. Parce que ce qui est décrit, une frappe supposée, des civils tués, un chef d'État visé puis sauvé, une bataille autour des preuves, n'appartient pas seulement au Burkina Faso. Cela parle de ce qui arrive quand l'espace public est traversé par des forces que l'on ne contrôle pas. Si le ciel d'un pays peut devenir un instrument, alors la sécurité n'est plus un concept militaire. C'est une condition de vie quotidienne. Pour certains, l'impact est politique. Comment croire au droit international si un événement de cette gravité peut être minimisé ou traité comme une routine? Pour d'autres, il est une médiatique. Qui décide des récits? Qui les diffuse? Qui les étouffe? Le contenu source insiste sur ce point en valorisant la transparence comme contre-attaque. Mais cette transparence n'a de force que si elle trouve des relais, des institutions, des journalistes, des observateurs capables de vérifier, de contextualiser, de résister à la fatigue de l'attention. Deux gestes simples sont suggérés par la logique du récit sans exiger d'héroïsme. D'abord, apprendre à distinguer une affirmation, une preuve et une interprétation. Ne pas confondre conviction et démonstration. Ensuite, et soutenir les espaces où l'information circule avec prudence. Médias locaux, enquêtes, voix africaines qui documentent, plutôt que de consommer seulement des narrations importées. Ce n'est pas un appel à choisir un camp, mais à refuser la passivité. Enfin, le spectateur est confronté à une question personnelle. Si une crise devient un message, quel message accepte-t-on de laisser passer sans l'examiner? Le contenu source place cette responsabilité au cœur de l'histoire. Voir, entendre et demander des comptes, même quand cela dérange. Le contenu source ne présente pas la souveraineté comme un slogan, mais comme une suite d'actes mesurables. À partir de cette logique, une feuille de route apparaît, non comme un programme idéal,
mais comme une manière de rendre la preuve durable, au-delà de l'émotion du 20 octobre 2023. Ibrahim Traoré y est décrit comme cherchant à transformer l'incident en architecture. D'abord, il s'agirait de sécuriser le ciel immédiatement et dans les 3 premiers mois en renforçant la couverture radar, en standardisant l'alerte et en cartographiant les couloirs sensibles. L'efficacité se mesurerait au temps moyen de détection, au taux d'identification et à la qualité des exercices de réaction documentés. Ensuite, entre 0 et 6 mois, il faudrait protéger l'information, créer un circuit de diffusion sécurisé pour les images, fragments et données, puis archivés et horodatés. La réussite se mesurerait à la traçabilité des preuves, aux audits de sécurité et à la capacité de partage avec des observateurs. À l'échelle de 3 à 9 mois, une mutualisation régionale deviendrait centrale. Bâtir un réseau de coordination pour les alertes, l'échange de renseignements et des protocoles communs. On jugerait cette étape au nombre d'accords opérationnels, aux exercices conjoints et à l'interopérabilité des systèmes. Entre 6 et 12 mois, la diversification de l'économie stratégique compléterait l'ensemble, réduire la dépendance aux chaînes critiques externes et soutenir des capacités locales. Les indicateurs seraient la substitution, les délais logistiques et la continuité d'approvisionnement. Enfin, la transparence devrait être instituée en continu. Publier des rapports, ouvrir des canaux de vérification et maintenir la pression sur les enquêtes. Cette feuille de route suit une idée centrale du contenu source. Si la preuve devient système, alors la crise cesse d'être un piège et devient un levier. Les images reviennent toujours aux mêmes objets, des fragments au sol, une route banale et le silence après l'impact. Dans le contenu source, ce ne sont pas des détails secondaires, ce sont des preuves qui respirent encore, parce qu'elles rappellent que la politique commence souvent par une scène concrète, presque ordinaire, puis bascule en symbole. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un personnage lointain que comme le point de rencontre entre deux réalités, la vulnérabilité d'un État et la volonté de ne plus se taire. Ce qui frappe, c'est la manière dont le récit transforme une tentative d'élimination supposée en discipline. Au lieu d'absorber le choc et d'attendre que le monde passe à autre chose, il choisit de garder la lumière allumée, montrer, archiver, répéter. Et obligé à répondre. La transparence n'y est pas présentée comme une posture naïve. Elle devient une forme de défense, presque une contre-attaque sans tir. Et pourtant, la route reste là, les civils aussi. Les 3 morts ne disparaissent pas derrière la rhétorique, ils la jugent. Ibrahim Traoré, dans cette histoire, tient parce qu'il accepte ce poids et le transforme en exigence. En une phrase, la conclusion pourrait être la suivante. La preuve est une frontière. Le contenu source se termine sur une idée simple. Une nation ne devient pas souveraine seulement en survivant à une crise, mais en imposant une façon de la raconter et de la mesurer. Si l'épisode du 20 octobre 2023 est présenté comme un tournant, alors il oblige à regarder autrement le Sahel, non comme un décor de conflit lointain, mais comme un espace où se redessine la règle du jeu entre puissance, technologie et légitimité. Dans cette perspective, l'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'une attaque supposée et d'une transparence revendiquée. C'est aussi une question adressée au public. Qu'est-ce qu'un citoyen, un média ou un observateur international doit exiger quand la violence traverse un ciel sans contrôle clair? Faut-il attendre une reconnaissance officielle pour croire ou construire des mécanismes capables de vérifier, de comparer, de contester? Si vous souhaitez prolonger cette discussion, vous pouvez partager ce que vous retenez comme détail décisif. L'arme décrite, les données radar, le silence initial ou la stratégie de preuve. Et surtout, une question demeure.
Jusqu'où la transparence peut-elle protéger un pays avant de l'exposer davantage?